Bien. Nous voici devant cet antre où on fait un dictionnaire du bouddhisme et on peut se demander un peu quoi. Il existe des dictionnaires en japonais. Les Japonais croient simplement que nous traduisons en français. Ça n'est pas vrai. Nous l'expliquons en langue occidentale. Et plus que la tradition simplement japonaise, nous avons vu la tradition indienne et chinoise aussi bien. Vraiment les traditions des trois pays. Et même du quatrième pays, trop souvent oublié, qui est la Corée. Comme dans nos proverbes en français, nous avons parfois des paroles de la Bible. Il y a dans la langue moderne japonaise des mots qui apparaissent, parfois des mots d'origine bouddhique, mais parfois pris dans un sens tout à fait contraire. Et nous tentons d'expliquer en quoi consiste quel est le sens de ces mots, quelle est la révolution, comment ils sont passés dans la langue. D'abord, comment ils sont dans les textes bouddhiques, quelles sont les doctrines à leur sujet, et puis après ça, comment ils sont passés dans la langue ordinaire et comment les gens les conçoivent. Même chose pour des divinités qui sont devenues des divinités de la religion populaire et qu'on peut voir. Après tout, c'est ce côté-là qui est le plus fascinant, le plus intéressant. Une fois qu'on est ici au Japon, c'est de voir vraiment les choses autour de soi. Et ce sont des choses qu'on ne pourrait pas faire seulement en chambre. Il est vrai aussi que une bonne partie du travail que nous faisons se fait dans des livres et presque à huis clos, ici donc dans ce temple du Shokokuji. Je parlais les cultes, la variété des cultes qu'on a ici au Japon. Je crois que c'est très important. C'est une chose dans les cultures monothéistes, une chose dont on n'a pas idée. Peut-être que la variété des dieux correspond un peu à nos saints patrons. C'est un reflet de toute une société, avec ses artisans, les patrons des artisans, les choses qu'on peut faire vis-à-vis de ces dieux, qu'on ne peut pas faire, leur origine aussi, certains dieux qui sont indiens, certains dieux qui sont chinois, certains dieux qui sont autochtones japonais. Tout ça sont des facteurs qui montrent très bien l'esprit l'esprit de la tradition tel qu'elle s'est formée, une tradition par rapport à laquelle les gens qui y ont été élevés n'ont peut-être pas pris leur distance, et par laquelle forcément, puisque nous venons de l'extérieur, nous voyons ça avec des yeux neufs et nous les gardons aussi neufs et curieux que nous le pouvons. Et d'autre part, les spécialistes modernes, très souvent, ont tendance à ignorer, par exemple, des spécialistes d'histoire de l'art qui se trouvent devant des peintures représentant ces personnages, décrivent plutôt la peinture, les couleurs, ce qu'ils y voient, un peu comme un philatéliste décrirait un timbre-poste. Mais tout le sens profond, finalement, de cette image, ne leur échappe. Est-ce qu'il leur échappe? Peut-être pas toujours, mais seulement il est pour eux, et du point de vue de leur science, superflu d'en parler. Et c'est là quand même que certaines choses restent à dire. C'est comme ça que je me suis occupé d'une exposition. Il y avait un sculpteur pèlerin du XVIIe siècle, Enku, qui avait fait vœu de faire 120 000 statues et statuettes dans tout le Japon, qui en a fait environ 7000 repérés comme authentiques. Et on a fait pour la première fois l'an dernier à Anvers, en Belgique, une exposition. Mais dans le catalogue, je me suis surtout attaché à décrire ce que représentaient les personnages, beaucoup plus que de décrire de quelle manière ils avaient été sculptés, dans quel bois, etc. J'ai pris un peu le contre-pied de l'historien de l'art, mais je crois que ce contre-pied est pris trop rarement et qu'il faudrait vraiment... je crois pouvoir dire qu'on peut enrichir l'histoire de l'art et même l'histoire des traditions en général et l'histoire des religions en montrant vraiment par le détail comment ces traditions se font, de quoi elles sont faites, comment elles se sont formées, ce qu'elles reflètent, quelle couche de la société, comment les gens s'intègrent dans ces couches, etc. Mais j'ai vu une évolution très remarquable du Japon vis-à-vis des étrangers, c'est-à-dire que quand je suis arrivé il y a une trentaine d'années maintenant, les étrangers étaient des bêtes curieuses. C'était juste avant l'exposition d'Osaka.
il y avait d'abord le Japon et le monde extérieur. C'était véritablement une vision d'insulaire. Seul effort resté d'une certaine manière. Par exemple, dans les écoles, le programme, c'est l'histoire du Japon, puis l'histoire du monde. Mais c'était un point invraisemblable. J'étais assis dans une salle de cinéma. Les gens venaient derrière palper mes cheveux, voir de quoi étaient faits des cheveux blonds, etc. Mais imaginez un pays où d'abord le téléphone à cette époque-là était encore très cher, les Japonais expatriés étaient en très petit nombre, même les voyageurs, les grands voyages au Japon ont commencé au début des années 70, donc moi je suis arrivé en 69, et c'en était drôle. Alors, tous les étrangers étaient en général des Américains. Alors, une fois que j'ai répondu que je n'étais pas américain, mon interlocuteur m'a dit « Alors, vous êtes russe ?» C'était donc, c'était même avant les paroles de Reagan sur l'empire du mal, mais c'était véritablement la dichotomie qu'on avait au Japon, avec évidemment cette angoisse de la proximité de l'Union soviétique à l'époque. Puis est venue l'exposition, on a vu que les étrangers n'étaient pas faits tous dans un même moule, et la curiosité également, de plus en plus, il est venu des étrangers au Japon, et la curiosité s'est un peu tassée, je dirais. Mais malgré tout, les étrangers restent étrangers, quoi qu'ils fassent. Il faut dire aussi que nous sommes dans une société à alvéoles et à valves, et qu'au fond, quelqu'un qui n'est pas dans son milieu a des difficultés à passer dans un autre milieu. Chacun est au fond tenu dans sa case, et il y a, je dirais, un peu une case pour les étrangers, même quand ils sont habitués depuis longtemps au Japon. Il est certain qu'on nous demande souvent des interviews, etc., des interviews qu'on ne nous demanderait pas si nous faisions exactement le même travail mais que nous étions japonais. Ce sont des choses qui sont certaines. Maintenant, les Japonais qui sont allés dans le monde, d'abord partaient en groupe. Ils allaient voir Paris. C'était des voyages éclairs comme on les voyait faire. Mais maintenant, de plus en plus, ce sont des individus qui partent vers des destinations bien précises. J'ai pu voir, par exemple, dans ces guides touristiques qu'ils ont, que ce sont des guides extrêmement bien préparés, extrêmement détaillés. J'apprends parfois des choses sur mon propre pays. Je me mets à l'école des guides japonais pour aller voir des endroits qu'on leur montre, qu'on leur fait voir. Parfois, des patrons de restaurants sont surpris de l'affluence dans leur restaurant, et ils ne savaient pas qu'ils étaient sur des guides. Oui, mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, ce qu'on voit beaucoup au Japon, maintenant, c'est la diversification des étrangers. C'est qu'il y a quand même, surtout en province, et puis alors dans la banlieue de Tokyo, il y a beaucoup d'Iraniens, beaucoup d'Irakiens qui travaillent dans le bâtiment. Il y a beaucoup de Sri Lankais également, d'origine tamoule en général, qui travaillent au Japon. Et là, je dirais, il y a une diversification également parmi les étudiants qui viennent faire des études au Japon. Ce sont de plus en plus des étudiants de sciences et de plus en plus des étudiants, je veux dire, de sciences non littéraires, et de plus en plus des étudiants d'origine asiatique ou africaine. Il y avait une grande préoccupation, parce qu'au fond, c'est un pays, bon, on est étranger, mais on est étranger pas seulement à un pays ici, on est étranger à une société qui est véritablement une mère pour tout le monde. Et la question que l'on posait très régulièrement aux étrangers, c'est s'ils n'avaient pas le cafard, s'ils ne manquaient de rien, s'ils ne se sentaient pas trop isolés. Mais c'était plutôt... c'était toujours le mot homesick, même en japonais, qui revenait, donc le mot emprunté de l'anglais. Et alors, suivi en général de quand est-ce que vous pensez retourner dans votre pays. Et c'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments très frustrants quand on sent des situations qu'on ne peut pas y répondre,
qui a une gratitude qu'on ne peut pas exprimer, qui a parfois des moments de colère contenus qu'on ne peut pas exprimer non plus dans les termes subtils qui sont requis, etc. Tout ça. Mais assez rapidement, on arrive à, je dirais que la nécessité vous apprend à maîtriser ce genre de situation. Ceci dit, on reste quand même toujours extérieur. Grâce à Dieu, il y a de plus en plus de monde qui a une expérience de l'étranger. On peut dire que il se forme une espèce de communauté d'esprit entre les Japonais qui ont voyagé à l'étranger et les étrangers qui sont arrivés ici au Japon. Et c'est un peu sur cette espèce de moyen terme que l'on se retrouve. Un autre aspect qui a disparu, je dirais, heureusement pour le Japonais, c'est ceux qui connaissaient l'étranger d'une manière purement livresque. Il m'est une fois arrivé, j'ai eu une consultation juridique avec un professeur d'université qui ne loupait pas une nuance du français du contrat en question, mais qui était incapable de me dire un mot en français. Tout s'est passé en japonais, alors qu'il comprenait parfaitement le français qu'il lisait, qu'il aurait peut-être été capable de l'écrire. Il y en a qui vous tournaient des lettres avec des plus que parfaits du subjonctif auquel il ne manquait rien, mais qui étaient parfois incapables de le parler parce qu'ils n'avaient jamais fait le pas vers une vision plus concrète de l'étranger. Enfin, l'étranger était un peu l'au-delà de leur propre côte. Et c'est vrai que le Japon a vécu isolé et que cette isolation est restée longtemps, est restée même après l'ouverture officielle du Japon, parce qu'enfin, toute l'époque de Meiji a été une époque, on dit une époque d'influence occidentale, c'est en fait une époque où le Japon s'est renforcé pour éviter ce qu'ils voyaient arriver en Chine, donc l'invasion des étrangers sur le sol chinois. Donc on a accepté des étrangers, ce qui était utile au Japon, mais on a bien tenu à distance ce qui pouvait mettre en péril l'identité japonaise. Et c'est un état d'esprit, c'est une politique, c'est une attitude qui est restée certainement jusqu'à la fin de la guerre. Et il faut dire aussi que comme nous vivons dans une gérontocratie, ceux qui gouvernaient dans les années 60 et 70 étaient des gens qui avaient encore été élevés dans cet esprit-là. Et petit à petit, maintenant, les choses changent. Et petit à petit, les choses changent en raison de nécessité, en raison aussi du nombre de Japonais qui naissent à l'étranger, qui vivent, qui en ont l'expérience. Et c'est peut-être eux qui sont un ferment nouveau dans l'esprit qui anime ce pays.